pour pouvoir prendre le temps de comprendre ce qui va suivre, qui est très, très important. Justement, parce que ce qui vous préoccupait, c'était tout ce qui concernait les solutions. Nous avons ici la chance d'avoir Bertrand Vaux, le maire de Tournu, qui, lui, s'est emparé de sa citoyenneté avec 600 autres habitants mobilisés il y a 2 ans pour leur destin. Et c'est une ville de 6000 habitants en Saône-et-Loire. Donc en gros, 10% de la ville s'est mobilisée. Ils ont réussi à un tour de force incroyable. Et on va pouvoir constater qu'aujourd'hui, malgré les pressions, malgré la Ve République, malgré l'état actuel des choses, on peut se réunir et on peut faire tomber des projets qu'on ne veut pas. Il va nous en faire le témoignage tout de suite. Et je rajoute qu'il n'est pas corrompu. Je crois que mon micro fonctionne, oui. Alors déjà, je vous remercie, le magazine Nexus, de me donner la parole et de me laisser la possibilité d'expliquer ce qui s'est passé à Tournu. Vous allez voir que c'est un cas assez particulier et j'espère que c'est le début d'un espoir, d'une démarche citoyenne gagnante. Alors, je vais un petit peu démentir à ma petite échelle les propos de Philippe Pascot sur la démocratie morte et le manque d'engagement citoyen, parce que nous, c'est justement un engagement citoyen. C'est pour ça, monsieur, je vous encourage à aller voter aux prochaines élections, parce que la première cause de la mortalité de la démocratie, c'est le manque d'engagement citoyen. Si les citoyens reprennent le pouvoir de la démocratie sera vivante, à nous de la faire vivre. Voilà. Alors, notre combat se résume dans la phrase d'Olivier Razemont, qui est journaliste au Monde et qui a fait un article au tout début de notre combat, et donc qu'il a appelé « La petite ville contre le grand centre commercial ». C'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui et je vais commencer par vous diffuser un film qui va présenter la ville. C'est la première action qu'on a créée dans notre association de combat pour mobiliser et changer l'opinion publique. Alors je vous le diffuse, comme ça vous aurez un aperçu de ce qu'est notre ville. Voilà, c'était pour les fêtes de fin d'année 2017 et c'est ce qui a... Ça a tourné sur les réseaux sociaux et c'est ce qui a commencé à inverser l'opinion publique. Je vais vous raconter cette histoire qui est tout à fait commune, pas dans son dénouement, mais dans son origine, c'est-à-dire une ville de 6000 habitants qui voit un projet d'un immense centre commercial que je vais vous décrire. C'est ce qui s'est passé à Saint-Flour, c'est ce qui se passe à Nîmes, c'est ce qui se passe dans pratiquement toutes les villes de France qui aujourd'hui ont un axe autoroutier ou routier qui est important. Alors là, vous avez des photos de la ville. On est une ville de 6000 habitants sur un bassin de 15 000. Il y a encore plus de 110 commerces de proximité. C'est-à-dire qu'on est une ville extrêmement vivante et dynamique sur les commerces de proximité. Et c'est, je crois, une des explications qui a fait qu'il y a eu un mouvement citoyen très important qui s'est développé, avec un gros marché aussi. Et on ne voulait pas voir s'éteindre tout ça. Alors sur la diapositive suivante, je vous montre les deux personnages qui ont failli faire basculer l'histoire de notre ville. Sur la gauche, vous avez l'ancien maire, donc mon prédécesseur, Claude Roche, qui a sorti de son chapeau, fin juin 2016, le projet que je vous présente tout à l'heure, avec son compère à droite, Alain Landais, qui est un parrain du système Leclerc. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un parrain du système Leclerc, vous me demanderez tout à l'heure, je vous expliquerai. Quand je dis parrain, ça fait penser à la mafia, c'est pas du tout ça, c'est le vrai terme, ils s'appellent entre eux comme ça. Et donc cette image est issue d'un reportage qui est passé sur France 3 au mois de septembre, qui s'appelle Pièce à conviction. Sur la diapositive suivante, alors, donc en juin 2016, on nous a proposé ce projet sur 20 hectares de terres agricoles
27 000 m² de surface bâtie pour le commerce, des grandes surfaces uniquement. Donc vous imaginez à l'échelle d'une ville de 6 000 habitants, mais ce n'est pas un exemple inouï. Hein. Franchement, il y en a partout en France en ce moment. Sur la diapositive suivante, on va montrer, voilà, c'est une photomontage qui excitait les élus de l'époque, l'équipe municipale de l'époque, avec l'argument massu qui est, voilà, comme partout, alors cliquez pour voir apparaître l'emploi. Et donc, on nous proposait, au début de ce projet, en juin 2017, 600 créations d'emplois. Alors, je suis loin des 12 000 d'Europa City, hein, je suis qu'une petite fourmi, moi aussi. Mais pour une ville comme Tournu, avec un petit peu de chômage, 600 emplois, tout le monde disait, bah, c'est super, ça va faire baisser les prix, c'est bien pour le consommateur, et ça va créer de l'emploi, c'est génial. Donc, au début, on n'était que 2 ou 3 énergumènes à se dire, est-ce que c'est vrai, toutes les promesses qu'ils nous font ? Donc on a créé des réunions citoyennes, on a mis tout le monde autour d'une table, on a réfléchi et on a eu des dizaines d'idées qui nous sont venues d'une poignée de personnes, un petit peu des activistes, et on s'est dit allez, on démarre le combat. Et donc on a saisi tout de suite la CADA. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour lutter contre un centre commercial, mais la première chose à faire, c'est saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. C'est une commission d'État, puisque les porteurs de projets et les élus, en principe, ne communiquent pas sur leurs projets. Donc on ne peut pas savoir ce qui est dans le dossier. Ils vous font des belles réunions de concertation où ils vous expliquent toutes les vertus de leur projet, mais les écrits, on ne les a pas. Donc la CADA, il y a des quelques mois, il faut compter 4 à 6 mois de délai de recours, et on finit par avoir des documents et savoir ce qu'il y a vraiment dans le dossier. Ça, c'est la base. Et puis ensuite, on a tout de suite démarré une opération qui s'appelait un tournusien. Alors, le tournusien, il faut savoir que c'est un gâteau, c'est une spécialité locale. Et donc, on a vendu des gâteaux parce qu'il nous fallait des fonds. Il faut de l'argent pour se battre contre ces gens-là. Parce que leur grande force par rapport à nous, les pauvres citoyens, c'est qu'ils ont énormément d'argent. Donc, ils payent des avocats, ils payent des communicants. Et nous, on a notre énergie, on a nos idées, mais on manque d'argent. Et il nous en faut quand même un petit peu parce qu'il faut aller en justice, il faut communiquer. Voilà. Et donc, on a vendu des gâteaux, des tournusiens, la spécialité locale, et on a fait cette opération, manger un tournusien avant qu'un tournusien ne vous mange. Le tournusien, c'était le maire de l'époque. Ça a fait le buzz, ça a commencé à alerter les consciences, on en a vendu des centaines et on a pu, avec ça, aller en justice. Alors, je ne vais pas vous dire rapidement, vous décrire le projet, mais la première démarche qu'on a eue, c'est faire de la pédagogie. Parce qu'il y a toujours quelques personnes qui sont sensibilisées aux excès des centres commerciaux périurbains et aux désastres qu'ils entraînent, mais la masse des gens, non, ils ne savent pas. Donc on a passé des mois et des mois à faire de la pédagogie, à expliquer ce qu'était que ce projet et quelles conséquences il aurait. Donc voilà, dans le dossier, on avait toutes les surfaces et on a pu aller voir les commerçants, parce que les commerçants au début disent oui, enfin la grande surface, c'est pas des concurrents, parce que nous on est des commerces de proximité, on a nos clients de proximité, c'est pas les mêmes clients qui vont en grande surface. Quand on commence à leur dire il va y avoir un opticien, il va y avoir une jardinerie, il va y avoir des magasins de chaussures, alors là ils se projettent un petit peu plus. Puis alors après, ceux qui ne veulent pas comprendre, on les emmène voir à Saint-Flour, la même taille d'habitants, exactement le même projet, et on leur montre qu'il y avait 4 magasins de chaussures, qu'il n'en reste plus qu'un, qu'il y avait 6 boulangeries, il n'en reste plus que 4, qu'il y avait 4 opticiens, il n'en reste plus que 2. Et là, ils voient quand même que oui, la désertification des centres-villes sont directement liées à l'étalement périurbain. 27 000 m², c'est que la surface bâtie, sans compter les parkings. Alors, cette diapo, c'est donc on a créé un mouvement, finalement, une association, Tournu Joie Vivant, dont les statuts avaient pour objectif de s'occuper du cadre de vie des habitants de Tournu. On a pu démontrer que le projet que vous voyez en rouge en haut de la carte, il était de la même superficie que la superficie actuelle de la ville. C'est-à-dire que notre ville fait 20 hectares de superficie et on allait nous bétonner 20 hectares de terres d'utilisation agricole. Avec cet argument, on a pu déjà commencer à secouer les consciences et on a eu plus en plus de monde dans nos réunions. Et au bout de 6 mois, on a eu 600 adhérents à notre association et on faisait des réunions publiques avec 200 personnes à chaque fois. On a fait des calendriers, on a fait une opération aussi. J'aime ma ville, j'aime mes commerces, c'est tout bête. Mais on a sensibilisé les gens à utiliser, à aller dans les commerces de proximité. On leur a expliqué que l'avenir était entre leurs mains. C'est eux qui, avec leurs actes quotidiens d'achat, avaient la maîtrise de ce qui allait se passer dans cette ville et partout ailleurs.
Ensuite, quand on a vu que la mayonnaise prenait bien, on a voulu gagner un petit peu en visibilité. Donc on a contacté quelques médias et qui nous ont dit oui, on peut venir tourner, vous faites un rassemblement, une opération avec les commerces. Et donc on a fait une opération ville vivante parce qu'on en avait fait trouver quelque chose d'original. Montélimar venait de faire une action ville morte avec les rideaux des commerçants fermés et on trouvait que l'image donnée de la ville n'était pas très chouette. Donc nous on a fait une opération ville vivante, on a fermé les commerces mais on a mis tout le monde dans la rue. On a demandé aux familles de venir avec les enfants, avec les poussettes. Et donc, on a fait une manifestation qui a été diffusée dans énormément de médias et ce qui nous a donné de l'ampleur. Il y a 600 personnes qui se sont déplacées lors d'une réunion municipale, donc avec des pancartes comme « Déterre pas d'hyper, ne vendez pas notre ville ». On a fait des enfants qui ont fait des panneaux comme celui-ci, « Mon Harry Potter, je ne veux pas l'acheter chez Leclerc ». Et tout ça, c'est des actions qui permettent de gagner du terrain sur la conscience des gens, qui était notre force principale. Et finalement, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, dans l'équipe municipale, on a réussi à en convaincre. Alors, ils ont commencé par demander la démission du maire, parce qu'ils tenaient à leur place quand même. Puis, ils ne l'ont pas obtenu. Donc, finalement, ils ont démissionné eux-mêmes. Alors ça, c'est toute l'histoire. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque le 6 avril, on a fait notre mouvement. Et le 12 juillet, il y avait plus de 2/3 du conseil municipal qui a démissionné, et donc le préfet, il faut savoir que dans un cas comme ça, normalement, il a l'obligation de convoquer à de nouvelles élections, parce que là, la municipalité était gérée par 11 personnes. On a 30 conseillers municipaux dans une ville de 6 000 habitants. Là, elle était gérée par 11 personnes, les 10 derniers fidèles au maire et le maire lui-même, qui pendant 4 mois, jusqu'au mois d'octobre, ils ont géré la ville comme ils voulaient. Ils ont dépensé 3 millions d'euros de trésorerie, et ils ont fait absolument tout ce qu'ils voulaient. Le préfet a mis plus d'1 mois pour convoquer à de nouvelles élections. D'ailleurs, il a été viré. Il a fallu qu'on refasse une manifestation dans laquelle il y avait sûrement la DGSI, puisque le lendemain matin, le préfet était démis de ses fonctions et un nouveau préfet était nommé. C'était un jeudi, et le surlendemain, le vendredi, il convoquait de nouvelles élections. Alors là, on s'est demandé ce qu'on faisait maintenant. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le maire, il a tout de suite déclaré dans la presse le lendemain, c'est pas grave, je me représente, de toute façon, mon projet, c'est le seul qui peut sauver la ville, moi, je crée des emplois, les autres, c'est des activistes, des opposants qui ne se rendent pas compte de l'évolution de la société. Vous connaissez tous les arguments. Alors, sur les diapos suivantes, on s'est référé à Albert Camus. En gros, donc je n'ai pas en tête la phrase, alors vous la lisez mieux que moi. Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu'on fait contre le destin qui nous est imposé. Voilà. Alors ça veut dire que tout ça, ça veut dire quoi? Qu'il fallait qu'on continue notre combat, que c'était pas fini. Quand on avait gagné un combat, c'était d'éliminer une équipe municipale nocive qui portait un projet destructeur. Mais maintenant, il fallait prendre leur place pour pouvoir définitivement retirer ce projet. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a Tournu Joie Vivant s'est transformé en un mouvement citoyen qui s'appelle Tournu Citoyen. Alors un mouvement citoyen, c'est quoi? Tout simplement, on fait un appel au peuple, tous ceux qui veulent prendre des responsabilités, venez nous rejoindre. On a pris toutes les associations de la ville qui avaient un but politique, des associations de tous les bords politiques, et cette association s'est transformée en jury et a recruté des candidats pour faire une liste électorale, une liste citoyenne. Pendant 2 mois, on a été en campagne électorale. Cette liste citoyenne a elle-même élu sa tête de liste, c'est tombé sur moi. Je précise au passage que mes revenus dans une petite ville comme Tournu ont été divisés par 4 depuis que je suis élu. Donc non seulement je n'ai pas la chance de toucher des mallettes et des enveloppes, mais en plus mes revenus ont été divisés par 4. Donc l'engagement citoyen, il a quand même un prix pour ceux qui s'engagent. Pendant 2 mois, on a eu une campagne électorale évidemment sur le thème des centres commerciaux, de l'étalement périurbain, de la défense des commerces de proximité. Et là, quand on est dans le dur, quand on est dans la campagne électorale, c'est difficile aussi. Parce qu'il y avait même des gens qui nous ont soutenus, puis qui nous disaient, oui, enfin, les commerces de proximité, s'ils disparaissent, c'est pas très grave. Donc il a fallu expliquer l'intérêt du lien social, le modèle de société, que nous, on n'était pas spécialement opposés aux grandes surfaces, mais que les grandes surfaces, il y en a déjà beaucoup. On est le pays au monde où il y en a le plus par habitant. Moi, je suis issu d'un département, la Saône-et-Loire rural, qui est un des 10 départements français où il y a le plus de grandes surfaces par habitant, et d'où est originaire d'ailleurs Monsieur Benjamin Griveaux, dont on a parlé tout à l'heure.
qui est aujourd'hui porte-parole du gouvernement et qui a été embauché par le lobby des grandes surfaces ces dernières années. Il est originaire de la ville de Chalon-sur-Saône, qui est une ville absolument dévorée par l'étalement périurbain périphérique et qui, comme par hasard, vient d'être sélectionné pour l'action Cœur de Ville et qui va toucher quelques millions d'euros d'argent public pour revitaliser un centre-ville dont il a organisé lui-même le déclin. C'est du joli. Et le tout avec notre argent. Hein. Voilà. Alors, ensuite, l'élection, on l'a gagnée. 62% au premier tour, ce qui prouve que quand les gens vont voter, ils ont un poids sur leur avenir immédiat. Alors, ces terres que vous voyez, on les a sauvées, c'est-à-dire qu'on a tout de suite engagé les procédures nécessaires politiques et juridiques pour arrêter ce projet. C'est très compliqué, hein. Il faut déjà être technicien et se pencher sur les règles d'urbanisme, parce que même quand on est élu, vous avez derrière ces élus sécurisés dans une communauté de communes qui ne sont pas en contact avec le peuple et avec le scrutin direct, qui vous font la guerre parce qu'ils ont peur des citoyens. Eux, ils sont installés là depuis longtemps, ça fait 40 ans qu'ils s'échangent des postes en face, et je te donne le syndicat de l'eau si tu votes pour mon Intermarché, et je te donne une vice-présidence à 400 € par mois sur un pays, un syndicat sud machin, et en échange, tu votes mon Leclerc. Voilà comment ça fonctionne. Donc ils avaient un petit peu peur de nous quand même, qui sont arrivés là-dedans, c'était pas chouette. Alors juste un clic pour dire qu'on a gagné. Et maintenant, notre défi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on pèse sur les débats de l'aménagement du territoire. Il faut qu'on s'engage dans ces fameux SCOT. Alors maintenant, au-dessus des SCOT, les SCOT, c'est les schémas d'organisation territoriale, c'est-à-dire qu'il y en a 3 ou 4 par département en principe. Maintenant, au-dessus des SCOT, il y a les SRADET, c'est le schéma directeur régional. Nous avons eu la chance, dans la préparation de notre combat, d'avoir une proximité avec la région Bourgogne-Franche-Comté, les élus de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui ont été très marqués par notre combat, et on a déjà pu les rencontrer pour ce fameux SRADET, et on a pu réussir à faire inscrire sur ce SRADET, en règle numéro 1, la protection des terres agricoles et naturelles. Et ça, c'est une première en France, et c'est une loi qui va s'imposer à tous les documents d'urbanisme de la région Bourgogne-Franche-Comté quand il sera voté, parce qu'il n'est pas encore voté. Ensuite, nous avons réussi à obtenir des places au SCOT du pays Sud-Bourgogne, au schéma d'organisation territoriale, et on travaille pour que nos terres agricoles qui sont là, qui sont classées aujourd'hui à urbaniser à moyen long terme, hein, parce qu'il existe des procédés légaux pour que des terres agricoles soient rayées de la carte et urbanisées, sans qu'on se heurte à une grosse opposition. C'est-à-dire qu'on va y aller doucement, hein. C'est des opérations un peu à base de vaseline. C'est-à-dire qu'au départ, là, il y avait un agriculteur sur ces terres. Hein. On a dit à l'agriculteur, non, mais on les garde agricoles, mais on les classe à urbaniser à moyen long terme. C'est pas pour tout de suite. Comme ça, l'agriculteur peut rien dire. La SAFER n'a aucun droit. Quand on met urbaniser à long terme, la SAFER n'a aucun droit. Et le jour où on veut urbaniser, elle n'a aucun droit non plus. Il faudrait que ce soit urbanisable d'un seul coup pour que la SAFER, les lois de protection agricole, aient leur mot à dire. Voilà pourquoi on grignote aussi les terres agricoles. C'est qu'il existe des astuces qu'ils connaissent bien qui permettent de passer tout en douceur au fil du temps. Mais un jour, on se retrouve avec 20 hectares bétonnés. Je reviens juste sur ces culbutes foncières, puisque c'est ce que cherchent les promoteurs, sur les terres agricoles. Moi, je ne crois pas que les guerres de parts de marché sur les grandes épiceries entre Leclerc, Auchan, Carrefour soient le fond de leur problème. Je pense que le fond du problème, c'est la spéculation foncière. C'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Ils construisent, ils louent. Et aujourd'hui, Leclerc gagne beaucoup plus d'argent sur la location des immeubles commerciaux que sur la vente des carottes. Alors, les terres que vous voyez là, allez, si on les vend bien, une terre agricole au bord de la Saône à Tournu, c'est 1 € le mètre carré. Quand on les classe à urbaniser à moyen long terme, on passe à peu près à 10 € x 10. Quand on promet la viabilisation, c'est-à-dire quand un maire dit dans un journal on va mettre de l'argent public, à Tournu c'était 6 millions d'euros pour viabiliser. 6 millions d'euros d'argent public pour voir s'installer un Leclerc. Quand ces terres sont viabilisées, ça passe à 30 €. 30 €, c'est le prix auquel a Tournu Leclerc a acheté ces terres, sous compromis avec des clauses suspensives, mais il s'était engagé à acheter 30 €. On est parti d'1 € au départ. Une terre viabilisée, cette fois, c'est-à-dire avec le tout à l'égout, l'électricité, le téléphone, la fibre, à Tournu, en sortie d'autoroute, elles sont estimées, valeur basse, hein, parce que ça peut monter plus que ça, valeur basse, 100 € le mètre carré. 1 € de terre agricole,
100 € la terre viabilisée avec votre argent, avec l'argent public. C'est-à-dire qu'on fait une culbute de fois 100, on gagne 99 € à chaque mètre carré. Sur le petit projet de Tournu de 20 hectares, ça fait une culbute foncière de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, c'est ça qu'ils cherchent. Et au passage, 50% de ces terres agricoles appartiennent à Tournu, à des anciens élus de l'équipe municipale. Coïncidence ? Alors, je pourrais résumer à Tournu tout ce qu'on a vu précédemment, la culbute foncière, les élus qui se graissent pas directement la patte, mais enfin on ne peut pas dire qu'ils sont complètement neutres dans l'histoire. Et pour finir sur l'écologie et la terre agricole, on était sur une ZNIEF, c'est-à-dire une zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique de type 2, c'est-à-dire les plus importantes, et en bordure de Natura 2000. Alors quand vous lisez les règles de protection des ZNIEF et des zones Natura 2000 et que vous voyez qu'on était à 2 doigts, puisque la CDSC allait voter pour un projet comme celui-ci, ben vous vous dites qu'avec de l'argent et des promesses d'emploi, tout est permis. Et la seule chose qui peut faire que ça change, c'est un engagement citoyen, éduquer les gens, leur faire comprendre. On se soulève contre le projet, on prend le pouvoir. Et ensuite, on essaye de peser sur le débat d'aménagement du territoire les années futures. Merci de votre attention.